Vous m'entendez comme ça? Très bien. Super. Du coup, je m'appelle Léa Mazzucato. Je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Adopter des comportements pro-environnementaux, un état des lieux du changement comportemental et une nouvelle voie de changement, le paradigme de substitution » appliqué à la consommation et à l'usage énergétique. Cette thèse est menée donc sous la direction de Patrick Rateau et Julien Vidal. Avant de commencer, pour se réveiller un petit peu, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous répondez à main levée, ok? Qui aujourd'hui est venu en utilisant une mobilité douce, c'est-à-dire en transport, à pied? Ok. Par opposition à quoi? Par opposition à une voiture ou une mobilité qui consomme plus de CO2 par exemple. D'accord. Donc vélo, ça fait partie de... Vélo, c'est mobilité douce. Bien. Voilà, c'est ça. Qui parmi vous passe moins de 5 minutes sous la douche pour des soucis d'économie d'eau? Ok. Et en gardant ça à l'esprit, d'après vous, est-ce que les Français font mieux que vous sur ces points-là? En levant la main pour dire oui, ou pour signifier son accord. Ok, est-ce qu'ils font pire que vous? Ok, super. Merci d'avoir joué le jeu. On va garder ça à l'esprit, je vous en reparlerai dans un petit moment. Je vais d'abord, un des axes de la thèse, c'est une revue assez théorique du changement comportemental en psychologie sociale. Mais déjà, pourquoi s'intéresser au changement de comportement? Parce qu'on est dans un contexte de crise climatique, il y a un certain consensus scientifique là-dessus. Et il y a plusieurs sondages qui montrent que les Français sont majoritairement plutôt favorables au fait de changer et d'adapter leur mode de vie pour prioriser la lutte contre le changement climatique. C'est plutôt positif, sauf qu'on sait qu'il y a une certaine disparité entre ce que les gens disent et ce que les gens font. On appelle ça du coup la disparité entre attitudes et comportements. Et le problème étant qu'il devient assez urgent d'agir sur les comportements à la fois à un niveau global et institutionnel, mais aussi à une échelle plus individuelle sur les comportements quotidiens. Comme je le disais, le changement comportemental, c'est une question qui taraude la psychologie sociale depuis plus ou moins 70 ans. Donc là, je vais survoler ça très très rapidement en vous parlant seulement de 3 grandes théories. La première dont je vais vous parler, c'est la théorie du focus normatif qui, elle, s'intéresse au fait de rendre saillantes les normes sociales, c'est-à-dire ce que les gens doivent faire ou ce que les gens font, dans le contexte, afin d'influencer les comportements dans le sens de cette norme. La seconde théorie dont j'ai envie de vous parler, c'est la théorie de l'engagement, qui, elle, vise à augmenter la probabilité d'apparition d'un comportement cible en développant ce qu'on appelle les techniques d'engagement. C'est-à-dire, par exemple, la plus connue, le pied dans la porte, c'est-à-dire de faire une demande peu coûteuse avant de faire une seconde demande beaucoup plus coûteuse. Donc il y aura plus de chances que la seconde demande soit acceptée quand la première a déjà été acceptée. Voilà. On peut aussi mentionner l'hypocrisie induite, qui donc découle de la théorie de la dissonance cognitive, mais ça, Tim et Jasmine, qui présentent après moi, vous en parleront beaucoup mieux. Quant à nous, on se situe dans le champ théorique de ce qu'on appelle les représentations sociales, en psychologie sociale. Les représentations sociales qui sont donc un ensemble de cognitions socialement construites à propos d'un objet. Un objet donc de représentation. Dans ce champ, certains chercheurs, Guimelier et Deschamps, se sont rendus compte qu'il y avait une certaine zone muette de représentation, c'est-à-dire qui est composée donc d'un ensemble de cognitions qui sont disponibles, mais pas exprimées par le sujet. Ces cognitions-là, elles sont plutôt négatives, plutôt socialement indésirables, c'est pour ça qu'elles ne sont pas exprimées par le sujet quand on l'interroge à propos d'un objet. Et en explorant cette zone muette, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des effets comportementaux dans le fait de démasquer cette zone muette. Pour démasquer la zone muette, on utilise ce qui s'appelle la méthode de substitution, qui consiste donc à solliciter l'opinion des gens, tout d'abord en leur nom propre, c'est-à-dire en leur demandant leur avis sur un objet en leur nom propre, et ensuite en leur demandant de répondre en se substituant à un groupe qui les représente, c'est-à-dire par exemple les Français en général, ou bien les étudiants ou les enseignants-chercheurs. En utilisant la méthode de substitution, on s'est rendu compte qu'il y avait, donc, comme je vous disais, des effets plutôt comportementaux. On s'inscrit dans la lignée de plusieurs études qui montrent qu'en utilisant un questionnaire de substitution qui vise à mesurer l'orientation pro-écologique des gens, on arrive à augmenter les intentions d'action pro-environnementales des participants.
Donc c'est un résultat qui est plutôt encourageant. Nous, on s'inscrit dans la lignée de ça, mais en essayant de l'appliquer à du comportement effectif, et pas seulement à des intentions d'action. C'est là qu'on essaie de monter une étude de terrain qui vise donc à tester l'effet de la méthode de substitution sur le comportement effectif pro-environnemental. Ça pose plusieurs questions. Ça pose déjà une question plutôt théorique. Qu'est-ce qu'un comportement pro-environnemental? C'est un comportement qui va bénéficier à l'environnement, ou au moins qui va viser à réduire l'impact négatif qu'on peut avoir sur l'environnement. Il y en a plusieurs types. Il y a des comportements pro-environnementaux qu'on dit uniques, c'est-à-dire par exemple rénover thermiquement tout son logement, ou des CPE plutôt quotidiens, c'est-à-dire comme ce sur quoi je vous ai interrogé plus tôt, c'est-à-dire baisser le chauffage ou prendre des douches plus courtes. Donc nous, on s'intéresse évidemment aux CPE plutôt quotidiens. Ceux qu'on souhaite utiliser, c'est des CPE donc, de référence par les instances gouvernementales, l'ADEME, les rapports du GIEC. Ça pose aussi, cette étude de terrain, des questions pratiques et méthodologiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller tous les jours chez les gens relever leur compteur. Pour des raisons évidentes, c'est un peu compliqué à faire. Mais on aimerait quand même obtenir des données de consommation assez précises. On n'explore pas la piste des mesures auto-rapportées parce qu'on pense qu'il y a un biais de désirabilité sociale qui va être trop fort. Donc on explore des pistes en ce moment. On essaye de voir peut-être du côté des objets connectés, du côté des applications qui sont reliées au compteur Linky et qui arrivent à donner des relevés assez précis. Mais voilà, donc on est ouvert aux suggestions à ce propos d'ailleurs. Un autre axe de cette thèse, c'est donc une étude plus fondamentale qui revient sur la méthode de substitution dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc cette méthode de substitution qui vise donc à démasquer la zone muette d'une représentation sociale. On sait qu'il y a des effets, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc dans la littérature, il y a plus ou moins 3 explications théoriques qui coexistent. La première, c'est celle des auteurs de l'étude Princep, qui stipule que, en fait, en demandant aux gens de répondre en se substituant à un groupe de référence, on fait une levée de la pression normative, c'est-à-dire qu'on les autorise à répondre des choses plus négatives que ce qu'ils auraient répondu normalement. Une autre hypothèse, celle de la comparaison sociale, elle stipule plutôt que le fait de répondre d'abord en son nom propre et ensuite au nom d'un groupe, ça nous met dans une situation de comparaison sociale, c'est-à-dire que l'individu cherche à se présenter sous un bon jour, sous un jour favorable, et va donc attribuer des opinions négatives au groupe pour faire ressortir le fait que lui a des opinions plutôt positives. La troisième hypothèse, c'est celle donc d'un effet de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout des deux autres, mais plutôt les gens sont en fait conscients des stéréotypes ou des pensées qu'il y a dans le groupe de référence, et simplement seraient conscients de ça et seraient donc clairvoyants à ce propos-là et donc l'exprimeraient à l'occasion de cette consigne. Nous, on aimerait essayer de, bon, peut-être pas trancher, c'est peut-être un peu fort, mais au moins explorer cette question plus en détail, et on s'intéresse en ce moment au fait d'intégrer une variable de désirabilité sociale, c'est-à-dire de faire passer des questionnaires de substitution et également de mesurer à quel point les individus se placent sur une échelle de désirabilité sociale, afin de voir s'il y a une influence, si on retrouve des profils. En fait, est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on retrouve en substitution ou pas, parce que par exemple, dans l'effet de clairvoyance, il n'y a aucun effet on devrait retrouver aucun effet de désirabilité sociale en fait. Si on en retrouve, ça veut dire qu'on se place peut-être plus au niveau des deux autres hypothèses. Voilà. Et bien c'est tout. Merci pour votre attention.